Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Format, votre émission de débat sur le 360. Dans ce numéro, nous allons parler de la réforme de la santé. Le gouvernement a dévoilé une feuille de route ambitieuse. Il vient d'injecter dans le circuit législatif une série de projets de loi. L'Agence nationale de santé, l'Agence des médicaments, les groupements sanitaires territoriaux, valorisation des ressources humaines, l'Agence du sang. Pour parler de tout cela, nous avons rendez-vous avec Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale. C'est tout de suite dans Grand Format. Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes né à Rabat en 1966, diplômé de la faculté de médecine et de pharmacie de la capitale. Vous avez passé une bonne partie de votre carrière à Fès, où vous avez été à la fois professeur de médecine et chef du service de chirurgie viscérale au CHU de la ville. En septembre 2004, vous avez été nommé directeur du centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès. Le 6 janvier 2016, vous avez été désigné président de l'Alliance des centres hospitaliers universitaires du Maroc. Vous avez présidé également le conseil d'administration de l'Institut de recherche sur le cancer. Au remaniement ministériel du 9 octobre 2019, le roi vous a nommé ministre de la Santé. 2 ans plus tard, le 14 octobre 2021, vous avez été confirmé à votre poste de ministre de la Santé et de la Protection sociale. Nous allons parler de la réforme de la santé, bien évidemment. Nous allons nous intéresser aux différents projets de loi que vous venez de présenter ou vous comptez présenter au Parlement. Mais avant cela, si vous permettez, Monsieur le Ministre, une première question sur la situation épidémiologique. Le Maroc a récemment interdit l'accès des voyageurs en provenance de Chine. Comment la situation peut-elle évoluer? Et est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle vague de Covid au Maroc? Merci pour cette question précisément, pour essayer d'apporter quand même un éclairage au grand public. Et effectivement, il y a eu quand même des changements dans la pandémie à l'international, surtout au niveau en Chine et spécialement, puisqu'il y a eu un rebond important des cas et surtout que dernièrement on a enregistré plus de 60 000 morts quand même. Donc, mais c'est ce qui a interpellé un peu, bien sûr, l'ensemble des pays, bien sûr, pour alerter un peu donc leur système de riposte et l'activer encore pour essayer, bien sûr, de remédier à tout un variant qui risque d'entraîner quand même une reprise épidémiologique. Au Maroc, aujourd'hui, la situation elle est très maîtrisée. Alhamdoulilah. On avait connu quand même une petite vaguette de l'Omicron sous le nouveau variant, le BK1. Et on a connu quand même le pic depuis le 22 novembre. Maintenant, on est bien sûr en situation très favorable, puisque de jour en jour, il y a moins de cas. Les cas en réanimation ne sont pas nombreux. On est à 9 malades en réanimation qui sont essentiellement en soins intensifs avec une mortalité qui est très faible et une létalité qui est quasi nulle. Donc, mais l'alerte, elle reste là, étant donné que la situation en Chine a repris bien sûr de manière importante, et qui dit bien sûr la Chine, dit bien sûr avec tout c'est la plateforme tournante du monde aujourd'hui sur le plan commercial et économique et tout. Donc le risque, il est là, tant que les instances internationales n'ont pas encore statué sur la levée des restrictions à l'international, ni sur l'arrêt de la pandémie. Donc on est toujours en mode d'alerte, voilà. Alors vous êtes ministre de la Santé, mais aussi ministre de la Protection sociale. Le Maroc s'est lancé dans un vaste chantier de protection sociale. Le chef du gouvernement a dévoilé il y a quelques jours au Parlement un premier bilan de la généralisation de la couverture médicale. 2 chiffres à retenir à mon avis. 3,6 millions de travailleurs non salariés peuvent désormais bénéficier de l'AMO et surtout 9,4 millions de ramédistes qui ont basculé vers l'AMO de la CNSS, que vous appelez aujourd'hui l'AMO Tadamon. Comment vous avez géré cette transition et est-ce que vous avez senti un afflux au niveau des hôpitaux du public? La situation elle est la même finalement, parce qu'il y a eu juste un changement bien sûr d'étiquette, puisque c'est les mêmes ramédistes qui ont été bien sûr injectés de manière spontanée.
au niveau de l'assurance maladie obligatoire Tadamon. Maintenant, par rapport à cela, on est en train de mener quand même une opération d'appurement des situations, puisque entre ces deux dates-là, il y a eu quand même des situations d'attente et de renouvellement des cartes, et d'autres qui veulent bien sûr adhérer de nouveau, bien sûr, à Motadamon. Par contre, ce qui importe à savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons réussi cette opération le 1er décembre, alhamdoulilah. Donc il n'y a plus de ramet. Tout le monde est traité sur le pied d'égalité. Assurance maladie obligatoire, que ce soit Tadamon, TNS ou salarié, ils bénéficient des mêmes soins, publics et privés, de la même manière. Il reste à savoir que le registre social unifié, qui rentre en vigueur progressivement et qui est l'outil principal du ciblage. Parce qu'on a constaté que parmi, bien sûr, la population qui bénéficie du RAMED, elle n'est pas éligible RAMED. Et donc, cet outil-là permettra de clarifier la situation pour rendre, bien sûr, justice à ceux qui sont dans le droit de bénéficier d'un Motadamon et ceux qui n'ont pas le droit de bénéficier d'un Motadamon qui pourront, par la suite, être basculés dans un autre régime. Et cette situation n'est pas totalement statique, elle est dynamique, puisque en cours de parcours, d'année en année, on risque d'avoir bien sûr un basculement d'un régime à l'autre. Et en attendant le registre unifié, donc vous avez évoqué récemment des lacunes dans l'échange de données entre l'ANAM et la CNSS, et suite à cela, vous avez envoyé une circulaire aux hôpitaux pour leur dire et pour les inciter à continuer à dispenser les soins gratuitement aux ramédistes. Est-ce que la gratuité est provisoire pour les ramédistes? J'ai dit que d'abord, dans la loi 27-22, telle qu'elle a été bien sûr promulguée, il est écrit dedans, de manière claire, que les acquis de RAMED seront préservés. Il n'y aura aucun changement par rapport aux anciens acquis. Au jour d'aujourd'hui, quand il y a eu quand même un transfert des données, pendant cette opération de transfert, on peut avoir quelques insuffisances, ou quelques manquements, ou des fois des droits ouverts qui ne sont pas encore visibles dans la plateforme et qui risquent de porter bien sûr préjudice aux bénéficiaires. Pendant cette période transitoire, on a demandé à ce que la situation reste bien sûr sur le même traitement qu'avant. Pendant cette période, tout le monde bénéficie de la gratuité et en même temps continuera l'appurement. Mais c'est une situation qui reste transitoire, qui ne peut pas durer pendant longtemps. Donc à l'avenir, même les ramédistes... À l'avenir, d'ici 6 mois, dans 6 mois, on aura AMO Tadamon, AMO Solide, AMO TNS et AMO salarié de manière très claire, avec un ciblage précis. Alors, Monsieur le ministre, je ne vous apprends rien en disant que le secteur de la santé souffre d'un déficit structurel, aussi bien en termes de ressources humaines qu'en termes d'infrastructures hospitalières. Alors, pour ce qui concerne le personnel de la santé, précisément, on parle d'un déficit de 97 000 professionnels, dont 32 000 médecins. Que proposez-vous pour remédier à ces situations? Je pense que c'est le travail qu'a fait le gouvernement depuis pratiquement le début, puisque c'est une situation qui est alarmante. Ce n'est pas la problématique pure du Maroc, c'est international ce que nous sommes en train de vivre, ce marasme professionnel de santé à l'échelle planétaire. Et ça, ce qui entraîne la convoitise sur les ressources professionnelles à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup d'attractivité pour essayer, bien sûr, d'attirer le maximum de professionnels de santé. La situation chez nous au Maroc, 32 000 manques de médecins et 65 000 d'infirmiers. Bon, monsieur le chef de gouvernement a fait quand même des réunions, bien sûr en comité mixte, pour essayer de trouver des solutions. Effectivement, nous avons quand même une ligne de conduite aujourd'hui, une stratégie qui permettra, à moyen terme, de revenir un peu sur le déficit et qui est basé essentiellement d'abord sur l'élargissement, bien sûr, des plateformes de formation, puisqu'on est aujourd'hui à 8 CHU, 7-8 CHU, il y en a un 8e qui va ouvrir ses portes incessamment. Et celui de Tanger, justement, n'est-ce pas? Ou bien non, celui de Tanger, on enseigne déjà à Tanger. Donc, ce n'est pas encore ouvert, celui de Tanger, d'ailleurs, c'est une question. Si prochainement, Inch'Allah. Alors, et donc le prochain, celui d'Agadir, il y a la Youn aussi. Je disais aussi, donc, il y a l'élargissement des centres de formation qui permettront bien sûr d'augmenter le nombre les effectifs des formés et également réduire le nombre d'années d'études, puisque d'abord maintenant le benchmark montre que la moyenne générale, le nombre d'années moyen bien sûr d'études, c'est 6 ans.
Alors on est resté encore sur 7 ans, et surtout que l'apprentissage avec les nouveaux outils aujourd'hui, ça permettra bien sûr de réduire sans aucun préjudice, sans aucun problème. Donc ce sera à partir de la rentrée prochaine. Alors c'est appliqué à partir de cette année, donc, mais les retombées vont toucher essentiellement les gens qui étaient en 3e année, qui vont monter en 4e année. Donc on pourra voir ça que 2 ans après. Mais l'essentiel, c'est qu'avec cette opération, on pourra arriver, puisque le ratio aujourd'hui il est de 1,7 pour 1000 habitants, en 2025, on sera à 2,5 pour 1000 habitants. Et c'est ce qui est conforme avec les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé. Et si on reste sur la même cadence, on pourra monter à 4,2 à l'horizon 2030, et ce qui est conforme aussi aux objectifs de développement durable. Donc, pendant une brève période, on pourra revenir sur le déficit, sachant qu'il y a d'autres moyens aussi. Il faut faire quand même un peu, bien sûr, un travail en profondeur pour attirer les compétences étrangères, puisque la loi 131/13 le permet aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on a levé pratiquement tous les freins et les obstacles qui empêchaient un peu les compétences étrangères de venir s'installer ici au Maroc. Maintenant, il n'y a aucun problème. Il y a un travail qui se fait avec le Conseil de l'Ordre pour pouvoir, bien sûr, attirer les compétences étrangères aussi. Alors, il y a aussi l'aspect des salaires pour motiver le personnel de la santé. Il y a eu un geste dans le cadre du dialogue social, une augmentation qui devrait être appliquée à partir de janvier 2023. Est-ce que ça a été acté ? Bien, évidemment, vous avez parlé maintenant de l'effectif des ressources. Bien sûr, il faut aussi faire en sorte de les retenir au Maroc. Bien sûr, et on sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous formons, parmi ce que nous formons, il y a quand même un grand départ à l'étranger. Donc la grande question, pourquoi ils choisissent d'autres destinations plutôt que leur pays? Parce que le statut aujourd'hui n'est pas très attractif, et donc il y a eu un travail. D'ailleurs, avec le dialogue social, on a pu quand même obtenir quelques avantages, puisqu'il y a eu quand même des améliorations dans l'échelle indiciaire des médecins. Les infirmiers aussi ont bénéficié quand même, bien sûr, d'une amélioration dans l'évolution dans le grade, ainsi qu'une certaine réévaluation de l'indemnité de risque, mais cela n'est pas encore suffisant. Cela n'est pas encore suffisant, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la refonte, il y a eu quand même un grand chapitre, un grand pilier qui s'appelle la fonction sanitaire, et qui apporte bien sûr une politique d'incitation qui est très attractive. On va parler de ce projet de loi relatif à la fonction sanitaire, mais vous venez d'évoquer les médecins étrangers. Il y avait un décret, je pense, qui a été validé en août dernier, qui vous donne la possibilité de recruter des médecins étrangers. Est-ce que cette piste a déjà été activée? Parce qu'on ne voit pas encore de médecins étrangers. J'ai dit à l'instant même qu'il y a eu quand même une révision, un amendement de la loi 131/13 de l'exercice de la médecine, dans laquelle on a levé pratiquement tous les obstacles. Il suffit aujourd'hui, et qu'elle s'appelle aujourd'hui la loi 33/21, qui a été modifiée, qui modifie 131/13, et qui permet aujourd'hui d'inscrire toutes les compétences étrangères pour exercer au Maroc. Il suffit qu'elle ait quand même une inscription dans le Conseil de l'Ordre de son pays de résidence. Voilà, et donc elle peut venir. Bien sûr, évidemment, ceux qui ont été formés à l'étranger, quand ils rentrent et n'ont jamais exercé, il y a une procédure d'équivalence. Mais ceux qui y avaient exercé, ils peuvent rentrer sans problème. Maintenant, cette opération, est-ce qu'elle a abouti au jour d'aujourd'hui? Il y a une 50aine qui demande, pas plus. Donc ça fait pratiquement maintenant 2 ans que cette loi existe. On a eu seulement 50. Mais maintenant, je pense que j'ai bien précisé qu'avec le Conseil de l'Ordre, ça ne peut pas passer comme ça de manière individuelle. Peut-être c'est par le biais quand même de conventions avec les pays, et je pense que dans ce cadre-là, il y aura des compétences qui vont venir, alhamdoulilah. Parmi l'arsenal législatif que vous êtes en train de préparer, il y a ce projet de loi concernant la fonction de la santé, et en juillet dernier, vous avez évoqué la possibilité d'introduire l'idée d'un salaire variable basé sur la performance. C'est l'esprit même de la fonction sanitaire, parce que premièrement, d'abord, la fonction sanitaire a eu quand même un statut d'exception, à l'instar des magistrats et d'autres professions. Donc on a quand même aujourd'hui une profession qui jouit quand même d'une particularité. Elle ne peut pas être noyée dans la fonction publique tout court. Deuxièmement, on ne peut pas fonctionner sur le même mode des fonctionnaires classiques.
Donc c'est la raison pour laquelle c'est un service rendu médical qui nécessite quand même beaucoup d'adaptation. Il y a un besoin en santé. Et donc ce professionnel de santé, il faut bien adapter son mode de travail par rapport aux besoins de la santé de la population. Et donc il faut introduire une politique qui permettra bien sûr de redynamiser un peu l'existant et de motiver la ressource humaine. Et c'est la raison pour laquelle il y a quand même cette idée d'introduire une incitation qui est basée premièrement sur la rémunération à l'activité, qui travaille plus touche plus, et donc il va y avoir un salaire fixe, c'est le salaire que touche aujourd'hui, que ce soit l'infirmier ou que ce soit le médecin, et un salaire qui est variable et qui dépend de l'activité. Et alors, chaque fois que l'activité monte, il y a quand même des dividendes qui vont revenir, bien sûr, aux praticiens. Mais comment vous allez procéder? Parce qu'il y a encore du flou sur ce point précisément, et j'ai entendu certains syndicats en parler. Ils disent que les critères ne sont pas précis. Quels sont les critères sur lesquels vous allez vous baser pour déterminer cette partie variable? Parce que les spécialités ne sont pas les mêmes, les fonctions ne sont pas les mêmes. Alors je m'explique. Donnez-moi un peu de temps pour expliquer, pour m'étaler, parce que vous vous êtes fixé essentiellement sur le salaire variable et fixe. Il n'y a pas seulement ce mode. Il y a le mode du salaire variable et salaire fixe. Il y a le mode de la capitation et de la péréquation par rapport au nombre de consultations. Et il y a aussi la performance. Alors, bien sûr, il y a une adaptation par rapport aux spécialités. Alors, les professionnels qui sont directement liés aux soins et qui exercent une activité des actes, ils ont un pourcentage sur l'acte. Je m'explique. Je donne l'exemple d'une intervention chirurgicale. Un acte chirurgical qui a été fait, il a une cotation selon la nomenclature. Il s'appelle K, coefficient 120, 200, 250, 300, peu importe. Bien sûr, ce K 250, 300 coûte un montant. Ce montant-là, les charges, il y a une part des charges de l'hôpital et le reste sera distribué comme incitation sur le professionnel. Et divisé par équipe, parce que là, c'est un intéressement collectif. Et dans l'intéressement collectif, il y a l'intéressement individuel. Il y a les spécialités qui font juste les consultations. Alors, sur la base des consultations, il y a quand même un pourcentage qui revient aux professionnels. Et il y a aussi les équipes qui travaillent dans la santé communautaire et qui travaillent sur des programmes qui seront intéressés aussi d'abord par rapport à les consultations, mais aussi il y a la diminution de la morbidité. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de programmes d'incitation qui ne sont pas déclinés de manière exhaustive dans la loi, puisque la loi, c'est essentiellement le cadrage, mais qui vont venir dans le décret d'application. Et on va laisser quand même la définition du pourcentage. On va peut-être tracer un cadrage. La définition du pourcentage, elle incombe essentiellement à chaque région, à chaque GST, chaque groupement sanitaire territoire, dans les instances délibérantes qui vont décider essentiellement parce que, pourquoi on veut que ce soit comme ça, créer d'abord de la compétitivité entre les GST, et il y a la particularité de chaque GST. Le GST de Draat Afilet n'est pas le GST de Casablanca Stade. Donc peut-être que GST de Draat Afilet, il peut rehausser le niveau d'intéressement pour attirer plus de professionnels. En dehors, bien sûr, de cette incitation qui est relative directement à la rémunération, il y a aussi l'indemnité de l'éloignement. Parce que quelqu'un qui se mobilise d'un point à un autre, il y a de la distance, donc au moins qu'il ait quand même une incitation pour se déplacer, donc il y a quand même un remboursement. Et aussi une revalorisation de l'indemnité de garde et d'astreinte. J'estime qu'aujourd'hui, une garde telle qu'elle est payée aujourd'hui, c'est trop faible, bien sûr, qu'en compensation pour le médecin ou pour l'infirmier. Donc je pense que la garde d'une telle spécialité doit aussi changer en fonction de la région. C'est en fonction aussi des disponibilités. Par exemple, quand vous interpellez un cardiologue à Rabat, vous le trouvez facilement. Mais quand vous interpellez un cardiologue à Ouarzazate, vous avez du mal. Peut-être que la garde de Ouarzazate sera mieux intéressé que le... Vous voyez, c'est aussi un moyen pour inciter les médecins à exercer dans le monde rural. Voilà, parce qu'il y a un programme médical régional qui permettra quand même de mobiliser l'ensemble des ressources dans une région pour les besoins précis. Pourquoi? Parce que Sa Majesté, quand il a, bien sûr dans son discours, il a parlé de la protection sociale, il a parlé bien sûr de la refonte, mais aussi il a insisté sur la proximité. Donc on veut pratiquement servir les citoyens marocains
très proches de leur localité. Parce que ce qui coûte trop cher pour le Marocain, le out of pocket du Marocain, ce qui a été estimé à 50% à certains moments, il dépend essentiellement des dépenses inhérentes, les déplacements, l'alimentation et tout. Est-ce que vous avez associé les syndicats des médecins? Oui, ben, le travail a été fait bien sûr de concert avec les partenaires sociaux. Et on continue à le faire avec les syndicats, avec les professionnels publics et aussi le secteur libéral. Le nouveau dispositif offre aussi la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée CDD. On parle de contractualisation. Est-ce qu'on ne risque pas de reproduire les mêmes erreurs non, c'est une incompréhension, dans le secteur de l'enseignement? Non, mais c'est une incompréhension. Donc le statut tel qu'il est aujourd'hui dans le GST, il prévoit pratiquement toutes les... GST, on parle de de groupement sanitaire social. territorial, parce que c'est un établissement public et dans lequel il y a pratiquement toutes les composantes. Et on a associé par rapport à cela la possibilité de contracter du GST par rapport à une compétence ou une expertise, tout simplement. Mais les postes budgétaires resteront les postes budgétaires. Il n'y aura pas le recours par excellence à la contractualisation, mais c'est une solution qui permet de compléter. Est-ce qu'il y aura un nouveau statut pour les médecins? Vous allez changer le statut des médecins? Alors, il n'y a pas le changement du statut. Déjà, il y a la fonction sanitaire qui elle-même confère un statut, d'accord? Mais il y aura un statut par GST. Chaque GST, bien sûr, c'est par définition, c'est la loi elle-même qui permettra bien sûr de donner un règlement intérieur à chaque GST et un statut général et un statut spécifique. Voilà. Il y a aussi le projet de loi encadrant la création de la haute autorité de santé. Celle-ci, est-ce qu'elle va remplacer l'ANAM, c'est ça? L'Agence nationale de l'assurance maladie? Alors, il ne faudra pas faire cette corrélation-là, cette extrapolation de remplacement. Non, la haute autorité n'est pas venue pour remplacer. La haute autorité, c'est une grande instance. Mais l'ANAM va disparaître. Ben, évidemment, parce qu'elle sera noyée dans l'activité que fait aujourd'hui l'ANAM, incombera bien sûr à un département dans la haute autorité. Et est-ce que cette haute autorité aura vraiment des pouvoirs dans son exercice ou va-t-elle se limiter juste à un rôle consultatif? Je pense que c'est un organe stratégique d'abord, qui n'est pas venu du néant parce qu'il y a quand même un historique. Et son rôle aujourd'hui, c'est le garant de la continuité des actions de l'État dans le temps. Alors les politiques qui se succèdent aujourd'hui, la haute autorité permettra de tracer toutes les lignes sur le long terme. Et ces décisions, elle est consultative, mais il y a une forte, elle a une forte recommandation pour que ça soit bien sûr exécuté. Je donne deux exemples, la pratique du noir et la pratique des chèques sans garantie. Est-ce que, par exemple, la haute autorité de santé aura-t-elle les pouvoirs pour combattre ces deux phénomènes? Alors il faut revenir d'abord au lien de causalité d'abord. Pourquoi il y a le noir et le chèque de garantie? Je ne voudrais dénigrer personne, mais je voudrais peut-être être juste là-dessus. C'est une pratique qui est mauvaise, mais qui n'est pas faite comme ça par hasard, parce que certaines cliniques aussi ont subi quand même quelques injustices. Mais non plus, il ne faudrait pas qu'on reste sur cette situation. Et le pourquoi de la chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une tarification qui est très en deçà des coûts réels, bien sûr, des prestations. Elle est obsolète, la tarification nationale de référence. Et il y a matière à réviser cette tarification nationale de référence. Et le secteur libéral doit se mettre à niveau à un certain moment par rapport à des tarifs qui sont justes. Si le conventionnement est obtenu par rapport à des tarifs justes, ces pratiques-là n'existeront plus jamais à ce moment-là. La haute autorité, qu'est-ce qu'elle a comme rôle? La haute autorité, en dehors de la régulation du système, de la régulation bien sûr de l'assurance maladie, elle a le pouvoir aujourd'hui de normaliser le secteur, d'accréditer les établissements. Elle a le droit d'émettre quand même des avis dans ce sens. Et elle a le droit aussi de piloter un peu les projets, les grands projets, bien sûr, de refonte du système de santé, mais aussi elle est entourée quand même d'un conseil scientifique, d'experts, qui permettra bien sûr de dire son mot sur les gestions de crise. Voilà. Et aussi, elle peut évaluer les systèmes de santé. Voilà. Alors, la tarification nationale de la référence, vous venez d'en parler. Je sais qu'il y a des discussions en cours. Où en êtes-vous dans les négociations avec les syndicats et quand est-ce que vous allez dévoiler la nouvelle tarification? Alors, la tarification ne peut voir le jour que lorsqu'on aura quand même la nouvelle nomenclature. Parce qu'il faut tarifier bien une nomenclature. Aujourd'hui, on travaille avec la NGAP. La NGAP, c'est la nomenclature générale des actes professionnels. Elle est obsolète.
Elle est dépassée. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs actes qui n'y figurent pas dans cette NGAP. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand vous partez au CHU, dans tous les conseils d'administration, il y a beaucoup d'efforts à faire d'assimilation des actes pour les mettre dans la nomenclature, parce que le CHU prodigue des soins, mais qui ne sont pas inscrits, il n'est pas rétribué par rapport à ces actes-là. Donc il y a un travail à faire pour que ces établissements ne soient pas dans la perte. Donc la NGAP à faire disparaître, faire sortir quand même une nouvelle nomenclature qui s'appelle la classification commune des actes médicaux, qui est déjà soumise, elle est soumise aux parties concernées pour étude. Une fois qu'elle est là, à ce moment-là, on peut faire quand même une tarification dessus. Un mot sur l'agence sur les médicaments. Est-ce que là encore, ça va remplacer la direction des médicaments au sein du ministère? C'est normal, c'est de facto, puisque la direction des médicaments aujourd'hui, elle joue le même rôle, pas le même rôle je dirais, mais c'est un rôle administratif pur et dur, mais l'agence, elle va venir, elle va absorber bien sûr l'activité bien sûr de la DMP qui n'existera plus, et qui développera encore son champ d'action qui est stratégique sur la politique pharmaceutique, sur la qualité du médicament, sur la recherche et développement. Il y a beaucoup d'axes. Est-ce qu'on peut dire que l'État ou le gouvernement, plutôt le gouvernement, va lever la main sur à la fois les médicaments avec la création de l'agence sur les médicaments et sur la régulation avec la création de la Haute Autorité de Santé? L'agence de médicaments, c'est un établissement étatique quand même. C'est l'État aussi, donc c'est un établissement public, autonome, doté de la personnalité morale, d'autonomie financière, et qui jouira d'une certaine autonomie, certes, une certaine indépendance, mais il restera bien sûr dépendant de la politique de l'État. Alors quand on regarde les différents projets de loi, à aucun moment le secteur privé n'est cité. Est-ce que ça concerne juste le secteur public? Je suis désolé. Notamment pour les deux projets de loi sur l'agence sur les médicaments et sur les groupements territoriaux sanitaires. On ne peut pas mettre le secteur libéral dans l'agence de médicaments comme ça, écrit explicitement. Il fait partie intégrante des comités. Dans la haute autorité, il y aura la représentativité du secteur libéral. Toutes les instances dans lesquelles, bien sûr, il y a les nouveaux modes de gouvernance, il y a obligatoirement la représentativité du secteur libéral, que ce soit l'agence, la haute autorité, ou que ce soit aussi l'agence de sang. Maintenant, dans la loi 4, il est clair, on parle du secteur privé et du secteur public. Alors, il y a au moins 5 projets de loi. Est-ce que vous vous êtes fixé un délai pour la finalisation, l'approbation de ces projets de loi pour lancer la réforme et la concrétisation? On a déjà commencé, je pense. Déjà, le fait d'avoir validé la loi cadre dans les deux chambres, et on a fait la présentation, bien sûr, des lois qui émanent, bien sûr, de la loi cadre. La semaine dernière, on a présenté les GST, on a présenté aussi la fonction sanitaire dans la Chambre des conseillers. Cet après-midi, il y aura la présentation des 3 lois au niveau de la Chambre des représentants, notamment l'agence médicaments, la haute autorité et aussi l'agence de sang. Et demain, il y aura la discussion dans la deuxième chambre aussi pour les dernières lois que j'avais présentées, c'est-à-dire la loi sur le GST, la loi sur la fonction sanitaire. Donc il y a un travail qui se fait d'arrache-pied dans les deux chambres. Tout sera fait lors de la session du printemps, de l'automne plutôt. Je pense que avant la clôture, Inch'Allah. Juste après, prochaine étape, c'est les décrets d'application. La prochaine étape, c'est les décrets d'application. Et bien sûr, on attend bien sûr la promulgation dans les bulletins officiels. Et puis bien sûr, on commence sur les décrets pour déboucher sur aussi la composition des conseils d'administration, parce que la mise en œuvre, elle demandera un peu de temps aussi. Alors c'est un chantier justement de longue haleine dont les résultats ne sont pas perceptibles par les citoyens. Quelles sont vos priorités pour le moment? Est-ce que ces projets de réforme vont se traduire par des actions concrètes sur le terrain? Les priorités, d'abord, on a déjà commencé. Franchement, la priorité des priorités, c'est qu'on a commencé à implanter le système d'information. C'est déjà une des priorités qui est majeure, puisque le système d'information au Maroc, ça fait 48 mois qu'on y travaille. Et aujourd'hui, on est arrivé, la fin de décembre, on est arrivé à 100% d'implémentation. Maintenant, je ne sais pas, dans tous les hôpitaux, tout le royaume dans tous les centres, du Maroc, il y a le système d'information qui est aujourd'hui implémenté. Que ça soit au niveau des hôpitaux. Que vous êtes le premier, en tant qu'ancien directeur
du CHU de Fès, vous êtes le premier à intégrer le service ou l'informatique dans les hôpitaux du public. Exactement. Alors, justement, c'est un domaine que j'apprécie beaucoup et bien sûr parce que j'ai vu l'intérêt essentiellement. Et puis aujourd'hui, c'est un outil nécessaire pour la réussite de la refonte du système et permettre aux patients de bénéficier quand même du dossier médical partagé. Et au Maroc, aujourd'hui, j'aimerais bien apporter quand même un éclairage là-dessus. On a profité de l'existant déjà. Donc on a fait gagner à l'État quand même l'économie de temps et l'économie d'argent puisqu'il y a déjà des systèmes qu'on a élargis, notamment des systèmes à Fès, à Marrakech, un système à Oujda aussi. Et ça nous a permis aussi d'avoir quand même une mosaïque de systèmes d'information, des systèmes qui sont nationaux et qui sont répartis sur la majorité des régions du Maroc, et des systèmes qui sont étrangers, et dont la finalité, c'est avoir une plateforme d'interopérabilité qui permettra aux patients de jouir de cette carte dans laquelle il y aura le dossier médical partagé. Et ce document-là, électronique, va permettre aux citoyens de se faire soigner là où ils le souhaitent, puisqu'il y a une interconnexion entre les différents systèmes. Et ça, c'est un travail colossal. Au jour d'aujourd'hui, le système, il est là. Nous avons encore besoin de changer un peu le mode de comportement à l'intérieur des hôpitaux pour que tout le monde adhère. Le système, s'il n'est pas instruit, s'il n'est pas renseigné, il ne va pas donner ses fruits. Mais l'essentiel, déjà aujourd'hui, il y a quand même un identifiant du patient pour chaque région. Je remercie évidemment, à travers bien sûr 360 et grand format, M. Omar Sarrochni, qui nous accompagne dans la protection des données de la personne aujourd'hui. Le président du CNDP, qui nous accompagne, puisque rapidement, on va rallier bien sûr la charte de la protection de la donnée de la personne pour protéger nos données personnelles, parce que les données de la santé sont des données qui sont précieuses, et les mettre bien sûr dans un endroit qui est sûr, et permettre à ce moment-là d'avoir un identifiant santé national. Et on est en train de travailler là-dessus. Ça, ce n'est pas quelque chose de banal, mais qui va apporter beaucoup de fruits pour le patient. Une dernière question, une question à $1 million. Tout cela demande évidemment des moyens financiers surtout. Comment vous allez financer la réforme de la santé? Et est-ce que vous avez déjà quantifié le coût de cette réforme? On ne peut pas quantifier comme ça au hasard le coût de la santé, parce que je viens de parler du système d'information. Le système d'information, c'est colossal comme budget aussi. Il y a un accompagnement au fur et à mesure. Mais ce qu'on peut quantifier, c'est évidemment qu'est-ce qu'il faudrait apporter comme changement pour accompagner la refonte. Parce que la quantification ne peut se faire qu'à la fin, in fine. Mais maintenant, au début, je pense que le gouvernement a donné la priorité au système de santé et il a mis beaucoup d'efforts pour augmenter le budget de la santé, notamment parce qu'on est passé quand même d'un budget de 16 milliards de dirhams pendant les années 2018-2019. On est maintenant à... Il était de 14 milliards en 2017. En 2016, 16 milliards peut-être en 2018. Maintenant, on est quand même, il y a une augmentation. À 28 milliards de dirhams. À 28 milliards. En 2023. Et 28 milliards dans laquelle il y a beaucoup de budget dédié à cette refonte, notamment la mise à niveau. Et pour la mise à niveau, il y a 1 milliard de dirhams chaque année. Pour les hôpitaux, il y a 800 millions de dirhams annuellement pendant 2 ans pour la mise à niveau des structures de santé primaires. Et nous avons déjà commencé, et donc prochainement avec M. le chef du gouvernement, on va commencer à inaugurer bien sûr les premiers centres livrés et achevés, livrés, équipés aussi, avec un système d'information. Et nous avons quand même 1,7 milliard de dirhams qui a été réparti sur les anciens CHU, notamment 5 CHU, pour rénover un peu l'équipement, rénover un peu le bâtiment, améliorer l'attractivité, parce qu'on va être dans une sorte de compétitivité donc, par rapport au patient, qui est devenu aujourd'hui un client. On est sorti de la logique du patient finalement, parce que tous les Marocains sont devenus solvables. Et c'est l'assurance maladie qui va financer le système de santé in fine. Donc cette équation-là qu'il faudrait peut-être alimenter. L'assurance maladie devrait à terme financer le système de santé. Bien sûr, évidemment, c'est au fur et à mesure que
que l'accompagnement se fait en budget du système de santé, mais rapidement, les GST vont devenir autonomes, puisque ces établissements publics, et ils vont développer leur capacité d'autofinancement de telle sorte à rentrer dans leurs charges. L'accompagnement de l'État va se faire pendant les 5 premières années, mais par la suite, c'est une autonomie. Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, merci d'avoir répondu aux questions du 360. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.